Sécurité et protocole des personnalités. Des agents renforcent leurs capacités lors d'un café diplomatique initié par le CESAP, Service d'assistance et de protocole. Lutte contre l'excision. L'association ZASA entame une séance de sensibilisation auprès des populations. Et puis, dans la commune de Bingerville, précisément au quartier Adjan-Palmeraie, une opération de démolition des maisons a débuté dans la nuit du 6 au 7 février, laissant ainsi les acquéreurs et les habitants dans un désarroi total. Madame, Monsieur, merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Sécurité et protocole, quelle alchimie pour une diplomatie efficace? Ceci est le thème d'un café diplomatique tenu à Abidjan. C'est une initiative du CESAP, entendez, Service d'assistance et de protocole. Objectif, permettre à la nouvelle génération des agents de protocole et de sécurité rapprochés de renforcer leurs capacités à travers un partage d'expériences. Issa Badini et Richard Akeke nous en parlent. Pour un partage d'expérience, c'en est un. À la table de séance, Romain Porquet, directeur de protocole, les ministres ambassadeurs Gilbert Bléléné et le colonel Michel Kiminou, spécialiste en sécurité rapprochée. Des personnalités toutes rompues à la tâche dans les domaines protocolaires et sécuritaires. En face, une jeune garde d'agents de protocole, de sécurité ou tout simplement de simples curieux, envie de faire la démarcation entre protocole et sécurité rapprochée. Protocole et sécurité, quelle alchimie pour une diplomatie efficace? Le thème, c'est un café diplomatique. Première édition, faut-il le souligner, qui veut donner aux acteurs de ce corps de métier les fondamentaux de la tâche. On a le protocole, on a la sécurité. Nous devons travailler ensemble pour le pays, pour recevoir nos hôtes. Et quand nos hôtes apprécient la qualité de l'accueil, la qualité du protocole, le professionnalisme, vérifient que tout est au niveau de la sécurité conforme comme ils le souhaitent et qu'ils sont pris en compte, qu'on fasse un plus au niveau donc du cérémonial. À l'initiative du café, les services d'assistance et de protocole, CESAP. Il nous a paru opportun de pouvoir s'asseoir à un moment donné avec les doyens dans ce métier et les ambassadeurs pour qu'ils puissent nous enseigner, nous, protocole, pour que nous puissions mieux faire le travail, le métier de protocole que nous a donné notre père, l'ambassadeur Georges Ognien. Une rencontre de partage d'expériences, mais aussi de distinction. Au cours du café, l'ambassadeur Georges Ognien a été honoré au nom des chargés de protocole de Côte d'Ivoire. Absent, c'est l'honorable Yasmina Ouenien, députée de Cocody, par ailleurs fille de l'ancien chef de protocole de feu Félix Foy-Boigny, qui a réceptionné le tableau d'honneur. En tant qu'enfant, bien évidemment, en tant que son enfant, j'éprouve une grande fierté, mais ma joie est d'autant plus grande que cette distinction lui est conférée par ses pairs. Certains ont été ses élèves, certains ont été ses condisciples. Les cafés diplomatiques, selon ses initiateurs, se veut un rendez-vous trimestriel. Quant à son leitmotiv, la promotion et la valorisation du métier de protocole. L'association culturelle ZASA d'Afrique, ACESA, en partenariat avec la mairie de Biakouma, a initié une conférence sur l'excision. Cette rencontre avait pour objectif d'expliquer la démarche et trouver des solutions contre cette pratique. Pour l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre l'excision, la présidente de l'ACESA entend impliquer les matrones et les chefferies traditionnelles. Pierre Tebeu et Marius Siri. Fille et petite fille de matrone, Martha Diomandé s'est faite exciser à l'âge de 8 ans. Elle était d'ailleurs elle-même prédestinée à devenir matrone dans le village de Kabakouma, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, zone encore très fortement touchée par la pratique. Martha utilise chaque jour sa propre expérience et la connaissance profonde
des pratiques et cultures de sa région pour identifier les différents éléments à prendre en compte pour permettre l'arrêt ou la diminution de l'excision dans cette partie du pays. Elle propose une approche différente pour éliminer cette pratique, approche mise en œuvre par l'association culturelle Nzassa d'Afrique, AXA. L'excision fait partie d'elle et son combat contre ce phénomène demande l'implication de tous. Je préfère m'attaquer à la racine. Et ça fait plusieurs années que je travaille ici. Je travaille avec des matrones pour les envoyer vers une reconversion. Et on ne peut pas avancer sans qu'il y ait aussi l'apport de nos parents. C'est vrai, je les associe à chaque fois, mais c'était important pour moi que nos autorités traditionnelles, la chefferie qui se trouve à Abidjan, soient aussi au courant parce que vous savez, l'excision, c'est plus complexe que ça chez nous. Et c'est tellement traditionnel que tu es obligé d'avoir la bénédiction de ses parents quand tu commences à lutter contre ça et que nous soyons tous en phase. Elle reconnaît aux matrones le droit de mener leur propre réflexion, de parcourir leur propre chemin de prise de conscience des dangers de l'excision. Elle souligne d'ailleurs ses inquiétudes par rapport à la question. Beaucoup de nos parents pensent tout de suite à l'éducation de leurs enfants. Parce que nous, l'Occident, on voit l'ablation du clitoris. Mais eux, ils voient le passage à l'âge adulte et ils voient aussi l'éducation, toute l'éducation traditionnelle et un rituel traditionnel. Ça veut dire une transmission de savoir. Et c'est le fossé qui est entre nous et nos parents. Pour la présidente de l'AXA, la reconversion des matrones est possible. 15 ans après, les résultats de la lutte sont probants. Pour moi, il fallait des résultats. Donc, j'ai lancé le projet parrainage. J'ai discuté avec les matrones et notables et je leur ai dit, bon, mais voilà ce qu'on va faire. Moi, vous me donnez des enfants et ces enfants, nous, on les scolarise, mais par contre, ils ne sont pas excisés. Et au départ, on avait 5 enfants. Aujourd'hui, on en a 300. Une majorité des matrones sont reconverties et ne pratiquent plus l'excision et une diminution de nombre de petites filles excisées a été constatée. Une tournée est organisée à Biancouma, Mans, Kabakouma, Blapleu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et Abidjan et sera clôturée par la célébration de l'identité culturelle sans excision le 13 février 2022. Parlons toujours de santé féminine dans cette édition. Zéro mutilation génitale féminine à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire. C'est le défi à relever par l'Association pour le bien-être familial AIBF. Pour y parvenir, plusieurs activités ont été initiées. Il s'agit d'un panel au cours duquel l'AIBF et son partenaire l'UNFPA, Bureau Côte d'Ivoire, ont engagé la jeunesse et toute la communauté à lutter contre cette pratique. Mon désir Nascimento et Doumbia Ayuba. La course contre la montre est lancée pour obtenir à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire zéro mutilation génitale féminine. Cet objectif sanitaire fixé par les dirigeants mondiaux est un défi pour l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, et son partenaire historique, l'UNFPA. En marge de la commémoration du 6 février en Côte d'Ivoire, Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, la parole a été donnée aux jeunes le lundi 7 février. Selon Emmanuel Aléchi, représentant du directeur exécutif de l'AIBF, il s'agit de renforcer l'engagement des jeunes, futurs dirigeants du pays, mais aussi obtenir l'engagement de l'investissement des donateurs pour soutenir leur initiative. Nous, en tant qu'organisation des jeunes et en tant qu'AIBF qui travaille aussi avec et envers les jeunes, nous avons des actions, nous avons des contributions dans ce sens-là. Et j'ai parlé des différentes actions que nous menons, comme par exemple le camp de vacances que nous avons eu, où on a abordé les questions de violence basées sur les genres. Dans tous les programmes mondiaux, il est impératif que nous puissions mettre fin aux mutilations génitales d'ici 2030. Les jeunes à la tête d'un monde sans mutilation génitale féminine d'ici 2030. C'est le thème choisi pour échanger avec la jeunesse. Des expériences et des actions déjà menées, mais aussi des perspectives ont été abordées au cours de ce panel qui a vu la participation d'associations de jeunes, de divers acteurs engagés dans cette lutte et bien évidemment le ministère de la Jeunesse. Pour le directeur exécutif, il s'agissait de faire engager véritablement les jeunes pour qu'ils s'investissent dans cette action-là, pour que véritablement de façon individuelle et de façon collective, parce qu'on ne peut rien faire seul, cette action-là puisse porter ses fruits.
Les mutilations génitales féminines sont internationalement reconnues comme une pratique néfaste et une violation des droits des femmes et des filles. Des estimations récentes font état de ce que 2 millions au moins de filles et de femmes ont subi dans plus de 30 pays des mutilations génitales. Des chiffres qui choquent et suscitent des actions plus vigoureuses. Dans le secteur du foncier urbain, une opération de déguerpissement et de démolition des maisons dans le quartier de Adjien-Palmeraie, dans la commune de Bingerville, a débuté dans la nuit du 6 au 7 février 2022. Une situation qui laisse les acquéreurs et les habitants dans un désarroi total. Les populations tentent bec et ongle de stopper cette opération sur ce lotissement qui serait revendiqué par un club sportif ivoirien. Walter Kofi et Marius Siri. Ce qu'il y a quelques heures étaient des villas basses, des duplex et même des triplex ne sont plus qu'un tas de ruines. Un paysage chaotique ici dans le quartier Adjien-Palmeraie, situé sur les plaines de la commune de Bingerville. Ce 7 février, tracteurs et caterpillars ont rasé maisons et bâtiments en pleine construction, ne laissant que des débris de briques. Tristesse, anxiété et colère se lisent sur les visages des propriétaires pour qui le cauchemar a commencé dès 4 heures du matin. Hier, à notre grande surprise, aux environs de 5 heures du matin, on constate que les forces de l'ordre ont bouclé tout le quartier. Et nous pensons savoir que c'est un projet de démolition qui vient de la part du maire. Nous ne comprenons pas pourquoi on a fini de bâtir notre maison. On a acquis les terrains par le biais des opérateurs et par le biais de la chefferie. À notre grande surprise, on constate que toutes les maisons sont en train d'être démolies. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On demande aux autorités de la police de nous expliquer un peu le pourquoi. Ils me disent qu'ils ne savent pas, qu'ils ont reçu une instruction pour démolir le site. Vous constatez ici une maison de plus de 13 chambres. Le monsieur a saigné, un frère, un voisin. Devant lui, on lui a fait croire que non, on allait juste faire tomber sa clôture. Mais à sa grande surprise, ils ont mis la pelle, des machines, comme un vulgaire, comme un bandit, démoli toute sa maison que vous voyez. Le monsieur est tombé évanoui, c'est nous qui l'avons réanimé. Aujourd'hui, il est à l'hôpital, ce monsieur. Moi qui habite juste en face de lui, la force de l'ordre, je ne sais pas. Nous sommes pris au pif des faits. Et hier, on m'a appelé d'urgence qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles ici, ils sont en train de casser les maisons. Au centre de cette opération de déguerpissement et de démolition, une histoire d'acquisition de l'espace. Sur ce lotissement de près de 25 hectares, le quart serait revendiqué par un célèbre club de football ivoirien. L'affaire aurait été transmise en justice et à en voir les dégâts, la balance n'aurait pas penché dans le camp des riverains. Les duplex des gens, donc on a essayé de saisir de l'affaire, ils nous ont refusé. Donc, on a essayé de mener d'autres actions, aller à la chefferie d'Adjien, par la suite à la mairie. On a pu trouver une grosse qui atteste que la SEC Mimosa a un terrain de 4,5 et plus 2 hectares de quelqu'un d'autre qu'on ignore, qui fait un total de 6,5 hectares. Et sur la grosse, ils ont mentionné que c'est pour déguerpir les occupants. En termes juridiques, ça signifie que ce n'est pas à démolir. Mais nous sommes très étonnés, ils ont commencé à détruire. Dans le courant de la journée de ce mardi 8 février, une délégation des occupants du quartier Adjien-Palmeraie s'est rendue à la mairie de Bingerville. Après des échanges avec le maire, aucun des deux partis n'a voulu se prononcer à l'issue de la rencontre. Apparemment, la situation se serait apaisée et un comité devrait être mis en place dans les prochaines heures pour d'éventuelles discussions. Quant aux villas restantes d'Adjien-Palmeraie, elles vibrent encore sous le démarrage d'engins stationnés dans les environs qui menacent de tout démolir.
Le conseil régional de la Bagoué, présidé par Siama Bamba, toujours au service de la population. Ce week-end, il vient de remettre les clés des infrastructures aux populations dans les départements de Kouto et de Tengrela. Ces infrastructures s'élèvent à un coût global de 79 millions de francs CFA. Mireille Abalé nous commente ce reportage de Daouda Ouattara. C'est une population en liesse qui a réservé un accueil chaleureux au président du conseil régional de la Bagoué et à sa délégation, comme pour dire combien de fois ils sont heureux de recevoir les clés de leur infrastructure. À Tinasso et Dendrasso, et comme tous les villages des 2 départements sillonnés, la mobilisation est de taille avec la présence des élus et des cadres. Dans les départements de Kouto et de Tengrela ont été livrés des logements de maîtres, de sages-femmes, des bâtiments scolaires plus bureaux, des blocs latrines, des cantines scolaires et des forages d'un coût global de 79 millions de francs CFA. Des infrastructures qui vont améliorer les conditions de vie des populations et des fonctionnaires affectés dans ces villages. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, ont remercié le président du conseil régional de la Bagoué et son équipe pour toutes ces actions de développement dans leur village. Chama, il est à la disposition de la population. Si la population demande, c'est pourquoi j'ai dit dans mon discours que la volonté de la population est la volonté du président Chama Bamba. Voilà, vraiment, je suis très content d'avoir reçu ce logement qui va me permettre de m'abriter, de faire toutes les fiches et de travailler dans de bonnes conditions. Parce que s'il faut quitter Tengrela pour parcourir une trentaine de kilomètres, je crois que c'est pas facile. Et là, les logements qu'on vient de donner à nos enseignants, ça va leur soulager et puis ça va faciliter le travail. Se faisant le porte-parole des populations, le préfet du département de Kouto a salué et encouragé les actions de développement du conseil régional de la Bagoué au nom de toute la région. Je voudrais vous demander, hommes de Dieu, chers parents, d'unir vos prières pour le président de la République. Cette tournée, nous avions donné des infrastructures de 79 millions. Il y a eu des logements de maîtres et d'infirmières. Il y a eu aussi des cantines scolaires et un forage. Bien sûr, avec bloc latrine, globalement, notre satisfaction, c'est la réception des infrastructures c'est-à-dire la joie manifestée par les populations en recevant ces infrastructures. Rappelons que le conseil régional de la Bagoué avait fait la remise de plusieurs ouvrages le mois dernier dans le département de Boundiali, qui se levait à plus de 130 millions de francs CFA. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.